Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin et je viens vous parler du naufrage du monde qui s'accentue. Il est évident que les hommes politiques actuels, les commentateurs prennent mal la mesure du péril qui se présente pour les années qui viennent. Nous assistons à la mainmise d'une internationale brune qui sévit à Moscou, qui sévit à Washington désormais, qui sévit à Tel Aviv, qui sévit à Budapest et dans un certain nombre de pays, et qui menace de submerger le reste de l'Europe. Cette internationale brune se traduit par un refus de l'état de droit, des droits de l'homme, de la science, de la raison et de la prévalence de la force. Les néofascistes sont des fascistes. Et comme tous les fascistes, ils adorent les surhommes et méprisent les Untermensch. En allemand, Untermensch veut dire les sous-hommes. Il y a deux catégories d'hommes pour les fascistes, les surhommes et les sous-hommes. Pour les fascistes du XXe siècle, les surhommes étaient des soldats, des miliciens, des hommes à bottes et à casque d'acier, qui marchaient au pas cadencé. Mais le surhomme, fasciste, doit être dur, doit avoir un cœur sec, doit faire prévaloir la raison de la race ou de la catégorie sur tout le reste, ne doit pas s'arrêter à des considérations femelles, de sensiblerie, de compassion, d'empathie, de justice. Tous ces mots-là sont négatifs. Non, ce qui compte, c'est la domination des forts. Les forts doivent dominer la société et représentent une élite qui écrase le reste de la société. Les fascistes du XXe siècle adoraient le soldat, le milicien, le SS au point de fer, et le néofasciste. Eh bien, le néofasciste a remplacé le soldat, le SS au point de fer, par l'entrepreneur. Et l'entrepreneur a tous les droits pour les néofascistes. Il peut asservir, il peut saccager les droits sociaux, il peut détruire la biodiversité, la nature, la viabilité de la terre n'ont aucune importance pour lui. Ce qui compte, c'est sa domination, son profit. L'entrepreneur est devenu ce que était le milicien pour les hitlériens. Et Elon Musk, Trump l'ont formalisé ouvertement. Les bébés Trump qui sévissent en France n'osent pas trop le dire parce que nous sommes un vieux pays laïque, égalitariste, pourri par le socialisme et les idées communistes et de gauche. Vous vous rendez compte, nous sommes des gens dont il faut se méfier. Alors on n'ose pas énoncer ouvertement ce qu'énoncent ouvertement les fascistes à Moscou, à Washington et ailleurs, là où ils ont pris le pouvoir. Alors ces entrepreneurs, ils ont tous les droits. Et que font nos démocraties? Nos démocraties essaient, en parole, de défendre les droits de l'homme, de défendre l'état de droit. Mais ça craque de tous côtés. S'ils le font en parole, ils ne le font pas en acte. L'Assemblée nationale française vote depuis quelques semaines des lois, des propositions de loi qui sont aberrantes. La loi sur l'orientation agricole prévoit qu'on ne peut interdire un pesticide que si on trouve une solution de rechange. Une solution de rechange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un pesticide s'avère dangereux, nocif pour la biodiversité ou la santé humaine, on ne doit pas l'interdire avant d'avoir trouvé un produit tout aussi toxique, tout aussi nocif, tout aussi dangereux, qui sera un produit de remplacement. Donc, la FNSEA a gagné. Le Parlement s'est comporté comme si la FNSEA c'était le monde agricole et comme si le monde agricole c'était la France. Alors la FNSEA ne représente pas tout le monde agricole et le monde agricole ne représente plus grand-chose dans la société française. Mais
les politiciens cèdent au lobby. Ils cèdent également au lobby d'une manière mafieuse, lorsqu'ils essaient de couvrir par la loi des autoroutes, des déviations, des infrastructures que le droit condamne et que les associations font censurer par les tribunaux administratifs. Donc pour s'affranchir de l'état de droit, de manière tout à fait mafieuse, les politiciens tripatouillent les lois pour valider l'autoroute A69 et d'autres choses qui sont bien loin d'être utilité publique, au contraire. Dans le même temps, évidemment, il parle, le président continue à parler vertueusement de la nécessité, de l'écologie qu'il faut concilier avec l'économie. Mais les démocrates mesurent mal le péril actuel. Nous sommes revenus au péril des années 30. Je sais que le 2 juillet, des partis politiques ont essayé de réunir tous ceux qui peuvent résister à la poussée néofasciste. Et que voit-on? Des petits leaders, très petits, même s'ils se sont parfois de bons orateurs ou de bons organisateurs, qui refusent d'y aller à cette réunion parce qu'il y a telle ou telle autre personne. Les questions de personnes sont absolument subalternes. Quand Jean Moulin, en 1942, a réuni la résistance française, il n'a exclu personne. Il n'a pas refusé de s'asseoir avec des gens qui ne pensaient pas du tout comme lui. Peu importe que M. X ou M. Y est un peu trop ou un peu pas assez à gauche ou pas assez, ça n'a aucune importance. On n'en est plus là. C'est la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, un État impartial qui sont menacés par le retour du fascisme. Et face à ce péril-là, les questions de personne ne comptent plus. Ne comptent plus. Et quand j'entends des imbéciles utiles à l'ennemi qui osent critiquer telle ou telle formation, tel ou tel leader, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, j'en dis autant pour les uns que pour les autres, c'est qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'état de droit est menacé. Les droits de l'homme sont menacés. Alors évidemment, si je vous dis à Gaza, les droits de l'homme sont menacés, c'est évident. Il se passe que les fascistes ont conquis l'État israélien. Parce qu'un escroc, pour se maintenir au pouvoir, s'est allié avec ces suprémacistes racistes. Et que font-ils actuellement? Ils sont en train de commettre un génocide, d'éliminer un peuple par les bombes et par la faim, massacrant des dizaines de milliers de femmes et d'enfants. Le monde regarde, le monde condamne, mais le monde laisse faire. C'est ça le fascisme. Et que dirait le fasciste? Il dirait, mais attendez, peut-être que 50,02% du peuple israélien approuve ce génocide. Donc la volonté du peuple prévaut sur les droits de l'homme. Et on a le droit, si 50,01% d'une population le décide, d'exterminer, de chasser, de détruire des centaines de milliers, voire 1 million, 2 millions de personnes. Oui. Hitler a pris le pouvoir de manière démocratique. Les Allemands, qui étaient pourtant un peuple ô combien raffiné, cultivé, instruit, en 1932, lorsqu'en décembre 1932, ont élu au Reichstag une majorité de députés nazis. Oui, c'est démocratique. Et c'est cela qui caractérise le fascisme. C'est qu'il oppose le peuple à l'état de droit. Il le fait en France, quand ils font passer des lois pour valider des infrastructures routières. Ils le font à l'international en disant, mais après tout, tel peuple décide majoritairement que des nations peuvent exterminer toute une population. Oui, c'est ça le principe du fascisme.
Et voyez-vous, en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs, un certain nombre d'intellectuels et de juristes ont construit l'Europe, ont construit une convention européenne des droits de l'homme, ont construit une Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de faire rempart au retour de velléités, fussent-elles démocratiques, qui seraient criminelles. Donc, si vous voulez, cette opposition entre le peuple et l'état de droit, je le retrouve en politique interne, je le retrouve en politique internationale. Il y a des gens qui maintenant, en politique, ne savent plus défendre l'état de droit. Alors en parole, les leaders européens, encore démocrates, dont le président de la République française, fustigent, bien sûr, le génocide en cours à Gaza. En parole, mais en acte, que fait-on? Oui, les amis Greenpeace ont sorti la statue de cire du président Macron pour, non pas la détruire, mais la déplacer devant l'ambassade de Russie, pour dire, écoutez, c'est très bien, monsieur Macron, vous condamnez le fasciste Poutine, qui est un fasciste, qui agresse délibérément un pays voisin, mais vous continuez en sous-main à commercer avec la Russie pour le gaz, pour l'uranium, pour les engrais. On fustige le gouvernement israélien, dont on sait qu'il est raciste et suprémaciste, et qu'il ne veut pas de solution pacifique. Ce qu'il veut, c'est exterminer les Palestiniens ou les chasser, la valise ou le cercueil. On le sait, pour leur théorie du grand Israël, selon des conceptions millénaristes complètement absurdes. Bon, que fait-on? On condamne. Une majorité d'États à l'ONU condamne le gouvernement israélien, qui est soutenu inconditionnellement par Trump et par les évangélistes nord-américains. Bon, on condamne, mais on ne fait rien. On continue à commercer. On ne prend aucune sanction réelle. Or, contre le fascisme, qu'il soit interne ou qu'il soit international, il est temps que l'on comprenne qu'il faut rétablir l'esprit de Jean Moulin, l'esprit de la résistance. Ne plus commercer, ne plus pactiser avec des États parias, des États voyous qui assassinent et qui déclenchent des guerres. Ne pas céder aux mafias, aux lobbies intérieurs qui gangrènent l'État et qui imposent au Parlement, par des jeux de lobbying, des lois funestes, des lois contraires à l'intérêt général, quand bien même cela satisfait quelques intérêts financiers locaux. Actuellement, nous avons un pourrissement de la démocratie, et tout cela, mes amis, va très 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 mal finir. De l'A69 à Gaza, c'est la même chose. C'est la démission de l'état de droit, c'est le recul des droits de l'homme, c'est le recul de la séparation des pouvoirs, et c'est le progrès d'un fascisme mafieux qui putréfie les États occidentaux. Malgré ces mauvaises nouvelles, portez-vous bien et ayez l'esprit de résistance dans l'unité de tous ceux qui résistent.